ne t'inquiète pas pour les vols, dit-elle, faisant tournoyer son chardonnay comme si elle passait une audition pour une publicité dans laquelle aucun de nous ne pouvait se permettre d'apparaître. Mon ex a dit qu'il te couvrirait si tu étais fauché. Elle souriait en le disant. Pas en plaisantant, mais en souriant. Ce sourire narquois aux lèvres fines, montrant les dents du haut, qui n'apparaît que lorsqu'elle est absolument certaine d'être maligne. J'étais à 2 doigts de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que toute la scène était si absurde. J'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, n'importe quoi. Son verre de vin, l'empreinte de doigts grasses sur le comptoir, le putain de réfrigérateur qui bourdonnait. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste hoché la tête comme un homme qui avait déjà avalé la pilule. Et peut-être que c'est ce qu'elle pensait, que j'étais en train de l'étouffer comme toutes les autres fois où elle faisait de moi la risée devant des amis ou de la famille. Ou le barista qui connaissait nos commandes mieux que nous ne connaissions nos anniversaires. Le mari silencieux, stoïque, ennuyeux, prévisible, elle m'appelait ainsi à l'époque où c'était encore un compliment. À l'époque où la stabilité signifiait quelque chose pour elle. Cette nuit-là, quand elle s'est endormie en regardant des rediffusions de Selling Sunset, la bouche ouverte, la télécommande toujours à la main. J'ai vérifié notre carte commune, celle qu'elle jurait ne plus jamais utiliser. Celle qui était toujours liée à mon adresse email, et c'était là. 20 470 €. United Polari, cabine avant. Vol aller-retour en classe affaire Paris-Milan avec une escale de 3 nuits à Paris. Entièrement non remboursable, réservé via un portail de voyage d'entreprise que je ne reconnaissais pas. Son nom n'était pas sur la liste des passagers. Le mien et le sien y étaient. Mais le profil de facturation, ça c'était intéressant. Pas le sien. Pas le mien. Pas même un compte partagé. Non, celui-ci avait le petit suffixe soigné, P-barra, enfoui dans les métadonnées de la transaction. Quelque chose qu'elle supposait que je ne vérifierais jamais. Quelque chose qu'il supposait que personne ne vérifierait jamais. Alors, j'ai passé un coup de fil, un numéro que je n'avais pas composé depuis 4 ans. Le nom toujours enregistré comme ne pas utiliser sauf nécessité. Pas d'émoji, pas de sentiment, juste une ligne propre et directe vers quelqu'un avec qui je jouais aux échecs dans une autre vie. Il a décroché à la 3e sonnerie. Tu as toujours besoin de quelqu'un qui peut faire disparaître une trace écrite. J'ai demandé. Il n'a pas dit oui. Il a juste demandé le code de compte. Au fait, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes un de ces gars qui ne cliquent jamais sur le bouton s'abonner, faites-le maintenant. Plus de 90% des gens écoutent et passent à autre chose. Mais honnêtement, ce simple clic est de l'équipe ici plus que vous ne le savez. De retour à elle. Elle n'avait aucune idée que j'avais vu la charge. Aucune idée que j'avais tiré la chaîne de données. Et absolument aucune idée que j'avais toujours accès aux archives trimestrielles de son entreprise. L'ironie, elle m'appelait le prudent. Oui, je l'étais. Je le suis. C'est la seule raison pour laquelle je suis toujours debout. Elle a réservé les vols en se croyant maligne, laissant son ex payer la facture via son pool de voyage financé par les investisseurs, tout en souriant narquoisement devant un saumon grillé comme si elle organisait son propre roast privé. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce compte avait un plafond et un signal d'audit se déclenchant automatiquement lorsqu'une réservation dépassait 15 000 € sans approbation interne du conseil d'administration. Un signal que j'avais aidé à construire autrefois lors d'un bref mais lucratif passage en tant que consultant pour la division financière de sa start-up. Et quand je dis son, je parle de son ex, le Golden Retriever sous forme humaine. L'homme qui m'a dit un jour très sérieusement que l'argent n'était qu'un transfert d'énergie. Il n'avait aucune idée de la quantité d'énergie qui allait être retirée de la liquidité de sa firme. Je n'ai même pas eu besoin d'y aller au marteau atomique. Juste une petite fuite, un email lâche, un déjeuner discret. Elle pensait que je boudais simplement, planifiant des tenues, cherchant des musées à Paris sur Google pendant qu'elle se pavanait dans la maison en chemisier de lin trop cher et envoyait des SMS chuchotés à Brandon. Elle pensait que le silence signifiait la capitulation. Mais ce silence, ce n'était pas l'immobilité. C'était l'affûtage. Elle est arrivée 5 minutes en avance, exactement comme son assistante l'avait dit. Tailleur gris ardoise, maquillage minimal, clou d'oreille en diamant discret qui pourrait probablement payer notre prêt immobilier. Pas de poignée de main, juste un hochement de tête, comme un juge reconnaissant quelqu'un qui connaît déjà le verdict. Je n'ai rien commandé. Elle avait une eau minérale qui l'attendait avant que je ne m'assoie. Ne perdons pas de temps, dit-elle, glissant un dossier en cuir entre nous comme si c'était une preuve,
pas un accessoire de déjeuner. Je ne suis pas votre avocate, commença-t-elle, d'un ton sec, mais étrangement maternel. J'ai été la sienne brièvement jusqu'à ce qu'il confonde charisme et conformité. C'était là. Pas besoin de drame, juste un scalpel pour l'ego. Elle tapota le dossier. Vous m'avez contacté par l'intermédiaire de Joseph, ce qui signifie que vous savez déjà où cela va. Vous n'êtes pas ici pour la vengeance. Vous êtes ici pour l'exactitude. J'ai hoché la tête. Je veux déclencher des alertes internes. Discrètement, pas de presse, juste un feu interne. Elle ouvrit le dossier et le tourna vers moi. Vous voudrez regarder les postes 12 à 22 et la page 7 des violations de non-divulgation. Tout y était. Vol réservé sous des budgets discrétionnaires étiquetés pour le développement client mais sans client. Séjour dans des hôtels pendant des périodes creuses. Une réservation classée sous retraite trimestrielle pendant un week-end où aucune retraite n'a eu lieu, avec des reçus pour du Dom Pérignon et des forfaits spa pour deux. Le manifeste des passagers pour le vol qu'ils nous avaient réservé nous listait comme mariés. Au fait, c'est ainsi que Boldy s'est fait prendre. Elle sirota son eau et attendit pendant que je tournais les pages. Et ceci ? J'ai demandé, tapotant la dernière page. 3 lignes de plainte RH jamais remontées. Toutes mystérieusement résolues en 72 heures. Réglées discrètement. Il aime les raccourcis, répondit-elle. Mais le conseil n'aime pas le risque, surtout pas maintenant. Et vous avez toujours accès. J'ai de l'influence. L'influence achète l'accès. J'ai hoché la tête à nouveau. C'était devenu un réflexe avec elle. Elle vous donnait l'impression d'être un enfant marchant pieds nus dans une salle d'audience. Vous n'interrompez pas. Vous ne négociez pas. Vous écoutez. Il utilisait un courtier en jet privé pour superposer ses réservations, continua-t-elle. Cela rend les dépenses plus difficiles à tracer, mais pas impossibles. Ce vol à 20 000 € est passé juste sous le seuil de révision, mais si quelqu'un le soumettait dans le contexte d'abus cumulés. Elle ne finit pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Elle tourna la dernière page. C'était une ébauche de mémo intitulé Examen éthique préliminaire, violation de la surveillance exécutive, confidentielle. 2 noms étaient surlignés, le sien et le mien. Pourquoi suis-je ? J'ai demandé. Vous êtes le lanceur d'alerte. Et si vous voulez que cela fonctionne, vous devez être prêt pour le conseil d'administration. Je me figeai un instant. Non pas de peur, juste par le poids de la situation. Ce n'était plus une question de petit drame. Ce n'était pas un scénario de se venger. C'était un dépôt hostile dans une tour de verre avec de l'oxygène légal et des dents financières. Pourquoi m'aidez-vous ? J'ai finalement demandé. Elle ferma le dossier. Parce qu'il y a longtemps, j'ai eu un client comme vous. Sous-estimé, humilié en public. Il n'a pas crié. Il a documenté discrètement. Précisément. Et le moment venu, il a fini par posséder la société qu'il avait licenciée. J'aime les hommes comme ça. Son téléphone vibra. Elle le vérifia une fois, puis se leva. Vous recevrez un lien de téléchargement sécurisé dans 2 heures. Tout ce que vous avez trouvé, transférez-le là. Je l'intégrerai au dossier du conseil. Puis elle marqua une pause. Oh, et encore une chose. Elle fouilla dans son sac et fit glisser une clé USB dans un étui en métal brossé. Ceci, ce n'est pas pour le conseil. C'est pour vous. Au cas où vous auriez un jour besoin de lui rappeler qui sait vraiment où sont enterrés les corps. Et juste comme ça, elle était partie. Le contrôle n'est pas revenu avec des feux d'artifice. Il est revenu en silence, dans des PDF scannés, dans la présence froide de quelqu'un qui avait vu 1000 hommes arrogants sombrer. Non pas avec des cris, mais avec des feuilles de calcul. C'était presque ennuyeux de voir à quel point c'était facile. Les structures d'entreprise, surtout celles construites par des égos et du capital risque, sont comme des bâtiments de verre, toute surface, pas de fondation. Plus la valorisation est élevée, plus les murs sont minces. J'ai passé la journée suivante à faire ce que je fais le mieux, lire, pas faire défiler, pas fouiner, lire. J'ai examiné chaque dépôt trimestriel que je pouvais trouver pour sa firme. Les versions publiques assainies pour les investisseurs. Puis les internes, celles auxquelles j'avais encore accès via un ancien compte Sandbox enfoui dans leur système, un identifiant temporaire qu'ils n'avaient jamais révoqué. Négligent. Les vols qu'il avait réservés n'étaient pas sur sa carte personnelle.
Ils étaient imputés à un compte d'entreprise intitulé TRVB2EQ3, un pool de voyage d'entreprise destiné au voyage de développement des cadres et au sommet d'investisseurs. Le genre de fonds qui doit être examiné par le comité financier tous les 3 mois et justifié jusqu'au numéro de siège. Voici le hic, lorsqu'un achat dépasse 15 000 €, il requiert une double autorisation de signature. Il ne l'avait pas. Il l'a contourné en segmentant la transaction en 2 phases. Le billet d'avion réservé en premier, l'hôtel plus tard. Il se croyait malin, mais le portail de voyage a quand même étiqueté les noms des passagers et les a regroupés. Et l'un de ces noms était le mien. Je n'ai pas été à la conformité. C'est ce que les gens comme lui attendent. C'est là que les traces écrites sont massées en politique et en mots-clés RH. Non, je suis allé voir l'homme qu'il craignait plus qu'un procès. Son quai fondateur. Ils ont construit l'entreprise ensemble dans leur vingtaine. L'un était la figure de proue, son ex. L'autre était le cerveau. Il restait en dehors des réseaux sociaux, n'apparaissait jamais sur scène et évitait la presse spécialisée comme si elle portait un virus. Mais il observait tout. Nous n'avions parlé qu'une fois auparavant, lors d'une conférence. Il avait donné une conférence intitulée Scaling Quietly. Tout le monde avait applaudi poliment. Moi j'ai écouté. Alors je lui ai envoyé un message. Pas dramatique, juste 5 phrases. Objet, examen des dépenses, alerte T3. Corps, découverte d'une anomalie dans TRVB2EQ3 liée à une utilisation personnelle, incluant un voyage international non approuvé réservé pour 2 non-salariés, l'un d'eux étant votre quai fondateur, l'idée de réservation se termine par 6H9Z. Capture d'écran jointe du manifeste des passagers, des métadonnées de la carte d'entreprise. Puis je me suis déconnecté. Cette nuit-là, elle est entrée dans la cuisine en fredonnant, vraiment en fredonnant, un foulard en soie florale noué dans ses cheveux comme si elle venait de sortir d'une publicité de station balnéaire. Elle s'est appuyée contre le réfrigérateur, faisant défiler son téléphone, souriant à quelque chose que je ne pouvais pas voir. Tu es étrangement silencieux ces derniers temps, dit-elle, sans lever les yeux. Je remuai un risotto. Calme, sereine, elle s'approcha, m'embrassa dans le cou et murmura, tu n'es pas toujours fâché à propos de l'histoire du vol, n'est-ce pas? C'était une blague. Je n'ai pas répondu. Elle s'en fichait. Elle a ri et est partie, ses doigts tapotant, probablement en train de lui envoyer un SMS. Ce qu'elle ignorait, ce qu'aucun d'eux n'ignorait, c'est que pendant qu'elle planifiait des tenues et qu'il se délectait de sa propre invincibilité, l'email que j'avais envoyé avait déclenché une séquence d'alertes internes. L'assistant du quai fondateur a confirmé la réception avec un seul mot, reçu. Rien d'autre, pas de suivi, pas de questions, juste le silence, qui, dans leur monde, est le son de quelque chose qui bouge. Je n'ai même pas informé la femme du déjeuner. Elle n'avait pas besoin de savoir. Son rôle était terminé. Elle m'avait donné le scalpel. J'avais déjà fait l'incision. Elle pensait toujours qu'elle avait gagné. Elle pensait que je bouderais en silence pendant qu'elle batifolerait en Europe aux frais de l'entreprise de quelqu'un d'autre. Elle n'avait aucune idée que son ex, le Golden Retriever, venait de se faire tirer la laisse par le seul homme de cette entreprise qui n'aboie jamais, il ne fait que mordre. Ce qui est drôle, c'est que le manuel de l'entreprise était clair. Page 14, sous-section C, ligne 6. Toute dépense personnelle déguisée en nécessité d'entreprise est un motif de révision immédiate par le conseil d'administration et, si elle est aggravée, de licenciement sans indemnité. C'était presque trop facile. Il avait utilisé l'argent des investisseurs pour financer son ego. Maintenant, les investisseurs allaient être mis au courant de la facture et d'elle. Elle était trop occupée à choisir des chaussures pour remarquer que le sol se fissurait sous ses pieds. Elle avait réservé pour 20 heures pile, un endroit fusion branché avec un éclairage si tamisé qu'on ne pouvait pas lire le menu sans utiliser la lampe de poche de son téléphone. C'est impossible d'avoir une table ici à la dernière minute, se vanta-t-elle comme si cela la rendait clairvoyante plutôt que simplement aguicheuse avec le responsable des réservations. L'hôtesse la salua comme une vieille amie. L'appela par son nom, pas le nôtre, le sien. Pas de plus mentionné. J'étais l'accessoire. Elle portait la robe portefeuille rouge. Celle qu'elle prétendait toujours n'être pour personne en particulier. La même que j'avais trouvée une fois froissée au fond de son sac de sport, sentant le whisky et une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. J'ai pensé que nous pourrions fêter ça en avance. Elle sourit, faisant teinter son verre contre le mien. Tu as été si agréable ces derniers temps.
Je versai le champagne dans ma bouche comme une anesthésie. Le serveur apporta des huîtres. Elle gloussa. Elle gloussait toujours avec des huîtres. Elle disait qu'elle la faisait se sentir dangereuse. J'ai demandé si elle aimerait essayer le canard à la place. Elle me fit un signe de la main. Ne deviens pas tout de suite casanier. On joue aux riches ce soir. Jouer. Choix de mots intéressant étant donné que la note était déjà payée. Juste pas par elle ou par moi. Nous arrivâmes à la moitié du dessert, une sorte de tour de pâtisserie sucrée et de mousse surestimée, quand son téléphone vibra. Une fois. Elle le posa face cachée sans vérifier, il vibra à nouveau, même numéro, puis une troisième fois. Elle leva les yeux au ciel. Mon Dieu, les gens ne peuvent pas gérer leur propre drame pendant 5 minutes? Elle jeta un coup d'œil à l'écran cette fois-ci, se figea juste une fraction de seconde de trop, puis força un rire. Désolée, murmura-t-elle. Juste le travail. Elle se leva, serrant son téléphone un peu trop fort. Je vais prendre ça, dit-elle. J'ai hoché la tête, tranchant le gâteau alors qu'il s'effondrait lentement sur lui-même, les couches glissant comme un petit éboulement sucré. Elle sortit sur la terrasse, ses talons claquant rapidement sur le sol. Le serveur passa et me fit un sourire de sympathie. Il pensait probablement qu'elle réprimandait un assistant, un frère ou une thérapeute. Tout le monde suppose que l'homme est la tempête. Jamais la femme souriante dans la robe rouge qui ne peut s'empêcher de créer son propre chaos. Je n'ai pas touché mon téléphone, je n'ai pas siroté ma boisson, je suis resté là, regardant le dessert à moitié fondu s'affaisser dans une flaque sirupeuse. 5 minutes passèrent. Puis 10. À travers la vitre teintée, je pouvais à peine distinguer sa silhouette faisant les 100 pas sur le trottoir, les gestes vifs, la posture raide, plus de gloussements. Quelque chose avait craqué. Elle est revenue finalement, le visage pâle, mais composé. Elle s'est glissée sur sa chaise et a bu le reste de son champagne sans un mot. Tout va bien? J'ai demandé, faisant semblant de cligner des yeux avec confusion. Elle a forcé un sourire. Juste un drame inattendu au conseil d'administration. Tu sais comment sont les startups. Des reines du drame avec des parts. J'ai hoché la tête. Cela ressemble à une mauvaise planification. Elle a haussé les épaules. Ça passera. J'ai maintenu mon regard. Bien sûr. Les choses finissent toujours par passer, jusqu'à ce qu'elles ne passent plus. Elle a cligné des yeux. Pendant un instant. Elle n'était pas sûre si je parlais du conseil d'administration ou de nous. Son sourire a tremblé, puis s'est stabilisé. Elle a demandé l'addition avant que le dessert ne soit terminé. Quand elle est arrivée, elle n'y a même pas jeté un coup d'œil. Elle a juste tapé sa carte comme si elle confirmait que son statut signifiait toujours quelque chose, mais la carte n'est pas passée. Refusé. Elle a froncé les sourcils. A demandé d'essayer à nouveau. Refusé. Ses yeux ont fait un va-et-vient vers le serveur, puis vers moi. Oh, ai-je dit, cherchant mon portefeuille. J'ai oublié de mentionner, j'ai tout transféré cette semaine. Un nouveau compte joint, juste au cas où. J'ai payé. Pas de fioritures. Juste du plastique sans friction et un reçu que je n'ai pas gardé. Elle n'a pas parlé pendant le trajet de retour. Elle a juste regardé par la fenêtre comme si elle regardait sa propre rediffusion, attendant la partie où elle pourrait réécrire le scénario. Mais le téléphone, il n'arrêtait pas de vibrer. Elle n'y a plus répondu cette nuit-là. Peut-être qu'elle ne voulait pas que j'entende le changement de ton. Ou peut-être qu'elle a enfin compris que ce n'était pas une routine de mari jaloux. C'était un élan, et il n'était plus le sien. Elle fredonnait de nouveau. La même mélodie qu'elle utilisait toujours quand elle essayait de se sentir en contrôle. Une mélodie à moitié mémorisée d'une publicité, probablement. Sa valise était ouverte sur le lit, un fouillis de foulards en soie, de trousses de maquillage démarquées de 3 paires de lunettes de soleil pour un voyage de 5 jours. L'odeur de ce spray corporel ridicule, celui qu'elle prétendait lui rappeler les vieux étés, persistait comme un brouillard dans la chambre. J'étais au bout du couloir, dans le bureau, la porte ouverte, faisant semblant de faire défiler des emails pendant que ses talons claquaient d'avant en arrière sur le parquet comme le battement d'une horloge de compte à rebours. « Tu penses que je devrais prendre le blazer blanc ou le beige ?» a-t-elle appelé. Je n'ai pas répondu. Je suppose que tu ne saurais pas. La mode n'a jamais été ton truc, a-t-elle ajouté avec un rire, comme si l'insulte n'était qu'un assaisonnement ludique à son monologue déjà salé.
J'ai cliqué une fois sur mon stylo, 2 fois, puis son téléphone a sonné. Elle n'a pas décroché tout de suite. Elle a probablement supposé que c'était une de ses amies qui envoyait des conseils de voyage de dernière minute ou cette cousine excentrique qui essayait d'emprunter un sac. Puis il a sonné de nouveau. Cette fois, elle a regardé. Elle s'est figée. J'ai tourné légèrement ma chaise, juste assez pour voir sa silhouette à travers l'encadrement de la porte. Elle a répondu en haut-parleur, tenant toujours un chemisier à moitié plié dans une main. Quoi encore, a-t-elle dit, exaspérée. Sa voix a traversé le téléphone si fort que je pouvais l'entendre de l'autre bout de la maison. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Elle a cligné des yeux. Une fois, 2 fois. Je suis resté silencieux. Ton mari vient de me ruiner. Elle a titubé en arrière comme si les mots avaient un poids. Sa main est allée à sa bouche. Elle n'a pas parlé. Ne le pouvait pas. Il a continué, la rage montant comme une fièvre qui se déclare. Le quai fondateur, le comité d'audit, les putains d'investisseurs. Ils ont tout passé au peigne fin depuis midi. Elle s'est assise lentement sur le bord du lit, regardant dans le vide. Le téléphone toujours à la main comme s'il était devenu radioactif. Il vote ce soir, a-t-il hurlé. Tu comprends ce que ça veut dire? J'en ai fini. Sa voix est sortie faible, à peine audible. Non, non, ce n'était pas censé. Je t'ai laissé utiliser cette carte une seule fois. Une seule fois? Tu as dit que ce ne serait pas signalé. Tu as dit que c'était juste pour l'image. Sa voix s'est brisée, puis s'est raffermie en quelque chose de pire. Le silence. Puis, doucement, il a dit, tu as laissé ton mari viser, et tu lui as donné la balle. Je me tenais maintenant dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Elle m'a regardé comme si j'étais quelqu'un d'autre, comme si elle ne m'avait jamais vraiment vu auparavant, pas comme ça. Le téléphone lui a échappé des mains et est tombé sur la couette, toujours connecté, toujours vibrant faiblement avec le statique d'un homme qui réalisait que l'empire qu'il avait bâti avec charme et raccourci était maintenant un cratère. Elle a ouvert la bouche, puis la refermée, puis la rouverte. Toi, murmura-t-elle. Tu as fait ça. Je n'ai pas répondu, j'ai juste incliné légèrement la tête comme un homme qui ne pouvait pas tout à fait entendre la question. Elle s'est levée rapidement, les mains tremblantes, les yeux écarquillés. Tu ne comprends pas, dit-elle, faisant les 100 pas maintenant. Il est connecté. S'il tombe, ce n'est pas seulement lui. C'est tout. La maison, les actions, la fondation, les avantages, tout. Elle se défaisait devant moi et tout ce que je fis fut de marcher vers la fenêtre, de tirer légèrement le rideau et de murmurer, on verra bien ce qui flotte quand la marée se retirera. Elle jeta une blouse contre le mur. C'est insensé. Tu ruines aussi ta propre vie. Je me retournai. Non, dis-je. J'élimine des responsabilités. Le téléphone se remit à sonner. Même numéro. Elle le regarda comme si c'était une bombe. Et d'une certaine manière, c'en était une, juste au moment où elle s'était construite avec des reçus et de l'arrogance et ce sourire qu'elle portait toujours quand elle pensait que personne ne regardait de trop près. Mais je regardais et maintenant elle écoutait. Elle entra dans la pièce comme une tempête qui avait manqué sa cible et décida de démolir la chose la plus proche. La porte de la chambre claqua contre le mur. La lumière du couloir vacilla. Ses pas résonnèrent comme une accusation sans jury, juste l'exécution. « Qu'est-ce que tu as foutu » aboya-t-elle, les yeux écarquillés, le visage rougi, la voix une demi-octave au-dessus de tout ce que je lui avais jamais entendu. Je ne levai même pas les yeux de ma chaise de salon. J'ai passé un coup de fil, dis-je, calme comme un homme qui commande un café. Un coup de fil à qui, siffla-t-elle comme si le volume pouvait inverser ce qui avait déjà été mis en mouvement. Tu trouves ça drôle? Tu penses que ruiner sa carrière répare n'importe quelle petite crise de la quarantaine que tu couves? J'inclinai la tête. Quelqu'un qui lit les états financiers mieux qu'il ne lit tes SMS, répondis-je. Cela frappa fort, elle recula, pas visiblement, mais je vis la façon dont ses lèvres tressaillirent. La façon dont ses bras se croisèrent fermement sur sa poitrine, non pas pour le confort, mais pour la contention. Tu bluffes, dit-elle, la voix tremblante maintenant. Moins de venin, plus de statique. Je me penchai vers la table basse et lui glissai mon téléphone. Écran déjà allumé. Email déjà ouvert. Elle hésita. Je lui fis un signe de tête. Un seul objet,
confirmation formelle, surveillance éthique, action, une phrase surlignée, merci d'avoir porté cela à notre attention. L'examen interne est terminé. Vote de résiliation prévu pour 16 heures. Elle le lut une fois, puis 2 fois, puis encore plus lentement, comme si les mots pouvaient se réorganiser en quelque chose de plus doux si elle plissait suffisamment les yeux. « Tu n'as pas fait ça » murmura-t-elle. « Je l'ai fait » dis-je. « Tu ne peux pas » je haussai un sourcil. « Ne peux pas quoi ? Utiliser des faits ? Mettre à profit un abus documenté de capital d'investisseur. Tu as raison. Peut-être que j'aurais dû juste poster un mème à la place. Elle tremblait maintenant, les épaules tendues, le visage pâle. Son téléphone vibra de nouveau dans sa paume, mais elle ne baissa pas les yeux. « Tu ne comprends pas ce que cela fait, » dit-elle. « À moi, à nous. Nous sommes morts au moment où tu as laissé un autre homme réserver notre avenir. » Elle tressaillit. Il aidait juste. Non, je la coupais. Il était là pas. Et tu étais heureuse d'être l'hameçon. Le silence, épais, oppressant, chirurgical. Je me levai maintenant, lent, mesuré. Tu lui as dit que je ne ferais rien, que je bouderais juste. Peut-être que j'écrirais une note passive-agressive et que je finirais par m'en remettre. Elle cligna rapidement des yeux, essayant de retenir ses larmes. Ou peut-être essayant d'effacer la version de moi qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. Tu n'étais pas censé faire quelque chose, murmura-t-elle. Je ris une fois. Silencieux. Froid. C'est ça. Tu ne m'as pas seulement sous-estimé. Tu as surestimé à quel point j'avais besoin de toi. Elle recula vers le mur comme si la distance pouvait rembobiner cela. Tu ne sais pas ce que tu as commencé, dit-elle. Je ne l'ai pas commencé, dis-je, passant devant elle. J'ai juste fait en sorte que ça ait une fin. L'email brillait toujours sur l'écran derrière moi, comme une fusée éclairante envoyée dans la nuit. Trop lumineux pour être ignoré, trop tard pour s'échapper. Au bout du couloir, je marquai une pause. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser sourire narquoisement à travers tout ça, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Parce que son silence signifiait enfin quelque chose de réel. Pas de l'arrogance, pas du dédain, mais de la peur. Une peur réelle et dense. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je pouvais respirer. Ils n'ont même pas attendu la fin de la réunion. Le conseil a voté à 15h56. 4 minutes avant l'heure prévue. À l'unanimité. Aucune abstention, aucun délai, pas de « donnons-lui le temps de s'expliquer ». Juste une coupure nette et chirurgicale de l'entreprise qu'il avait cofondée, financée et utilisée comme une extension de son ego. J'ai appris la nouvelle 20 minutes plus tard, non pas par une alerte d'information, non pas par un titre dramatique, mais par une mise à jour de calendrier transmise par quelqu'un au cœur de leur division financière. L'objet disait « Réaffectation de la direction Q3 finale ». Pas de nom, pas d'explication, juste une note caviardée et une date et heure. Ce fut la première fissure. Puis l'email interne a fuité. Conformément aux valeurs de l'entreprise et pour maintenir la transparence avec nos investisseurs, nous avons pris la décision difficile de nous séparer de notre PDG et vice-président exécutif. Nous allons lancer un audit indépendant et partagerons les conclusions en temps voulu. Ils n'ont jamais prononcé son nom. C'était intentionnel, le dépouiller de son identité, de sa propriété, le transformant d'exécutif en passif en 3 lignes ou moins. Elle l'a appris non pas par lui, mais par une amie commune. Une de ces parasites de l'industrie qui flottent entre les conférences, connaissant toujours les ragots 10 minutes trop tôt. Elle a fait tomber son téléphone, littéralement, puis est restée là, fixant le sol comme s'il pouvait s'ouvrir et expliquer comment tout cela s'était effondré si vite. Elle m'a demandé plus tard ce soir-là, penses-tu qu'ils lui donneront une chance de se reconstruire? Je l'ai regardé d'un air impassible. Ils lui ont donné un vote, mais il est parti. Ai-je dit. À ce moment-là, les dépôts publics avaient déjà été mis à jour, le formulaire 8K affiché, les eurodatages vérifiés, tout propre. Et dans la section notes du rapport trimestriel, enfouie entre la réconciliation des voyages et l'allocation de diversification des actifs, une ligne, dépenses non autorisées soumises pour examen juridique. Pas de détails, pas de justification, juste une reconnaissance, un substitut pour ce qui allait suivre. Les procès, non pas criminels, pas encore, mais civils. Les actions des actionnaires, la violation de l'obligation fiduciaire,
la présentation erronée de la surveillance financière, toutes ces adorables dagues d'entreprise tirées lentement et précisément par des avocats qui ne clignent jamais des yeux. En parlant de ça, son avocat a appelé le mien 3 fois, suppliant pour une conversation. Hors dossier, juste exploratoire, un contrôle de bonne volonté. Mon avocat m'a demandé une fois si je voulais répondre. J'ai dit non. Le silence ferait plus de dégâts. D'ailleurs, qui avait-il à discuter? Il avait signé lui-même la dépense. Il avait même utilisé le même navigateur que celui qu'il utilisait pour échanger des crypto-monnaies pendant les heures de travail. L'homme avait l'hygiène numérique d'un adolescent et l'ego d'un méchant de James Bond. Il croyait sincèrement que les règles n'étaient pas faites pour des gens comme lui. Juste des lignes directrices pour les pauvres. Elle a essayé de lui envoyer des SMS. Il n'a pas répondu. Puis elle a essayé d'appeler une fois, directement sur la messagerie vocale. L'homme qui inondait sa boîte de réception de messages tu me manques tard le soir et de selfies depuis les salons d'aéroport était soudainement injoignable parce que c'est ce qui se passe quand l'argent s'épuise et que le pouvoir s'évapore. Le masque tombe et le vrai visage en dessous se transforme en poussière. Elle a recommencé à faire les 100 pas dans la cuisine. Toujours vêtue de la tenue qu'elle avait choisie pour Milan. L'étiquette toujours attachée. Elle ressemblait à un fantôme se déguisant dans la vie de quelqu'un d'autre. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, dit-elle, les yeux fuyants comme un animal acculé. Lui non plus, répondis-je. Elle s'est assise sur l'îlot de la cuisine, a sorti une cuillère du tiroir et a commencé à manger du yaourt nature directement du pot. Pas de garniture, juste un silence fade et froid. Son téléphone s'est illuminé une dernière fois. Cette fois, c'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a répondu. Allô? Pause. Un soupir à l'autre bout. Voix masculine. Raphaël, tu devrais savoir, dit la voix. Ils ont tout gelé. Compte, action, privilège de voyage, même le leasing de la voiture. Elle n'a pas parlé. Je t'avais dit que ce n'était pas un jeu, continua la voix. Tu l'as laissé marcher droit dans la gueule du lion. Clique, elle a regardé le téléphone comme s'il allait la mordre. Et moi, je suis retourné à mon bureau, me suis assis, j'ai ouvert le même email à nouveau, relu la ligne que j'avais surlignée il y a des jours. Vote de résiliation prévu pour 16 heures. Le vote était passé. Le mal était fait. Et pour un homme qui avait jadis porté un toast à la construction d'un empire, il n'avait maintenant ni titre, ni indemnité de départ, ni issue. Cela a commencé avec le groupe de discussion. Celui qu'elle avait organisé comme un tableau Pinterest de personnes avec qui elle voulait être vue. Des femmes rencontrées lors de déjeuners de charité, de retraites pilates, de séminaires de soins de la peau hors de prix. Son cercle intime, elle se surnommait le coffre-fort parce que rien ne sortait du chat. Apparemment, elle l'a fait. Ce matin-là, elle a envoyé un message à propos du voyage annulé. Aucune réponse, juste un accusé de lecture de 3 d'entre elles et rien de la 4e, celle qui répondait toujours en majuscule avec des émojis de cœur et des cadeaux de champagne. Puis est venue l'annulation du brunch. Non pas reporté, juste disparu. Oh, désolé. Quelque chose est arrivé 2 fois en une semaine. La 3e fois, elle n'a même pas pris la peine de demander. Je l'ai regardé faire défiler son téléphone sur l'îlot de la cuisine, la mâchoire serrée, les pouces ralentissant à chaque balayage. Elle rafraîchissait son fil Instagram comme s'il pouvait se corriger, comme si les commentaires réapparaissaient, les likes rebondissaient, les photos taguées de la dégustation de vin du week-end dernier cessaient de disparaître tranquillement. Mais elles ne l'ont pas fait. Même les couples avec qui nous sortions, des gens qui se vantaient autrefois de rester en dehors des drames, avaient soudainement des engagements antérieurs. Un type, un dentiste avec un ego de taille haute, m'a même envoyé un message directement. J'espère que tu vas bien. Nous avons toujours su que tu méritais mieux. Pas de rancune, mec. Je lui ai montré le message. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste levée, est allée à l'évier et a versé le reste de son jus d'orange dans l'évier comme si cela l'insultait. Plus tard ce soir-là, elle a essayé de se rattraper. Elle a envoyé un message à une de ses vieilles amies, Clara, le genre d'amie qui l'appelait toujours reine en public, mais épuisante quand elle pensait que personne n'écoutait. Son message était long, décousu, défensif, mais parsemé de vulnérabilité. Sa recette de manipulation habituelle. Clara a répondu par une seule phrase. Tu as laissé ton ex traîner ton mari. Maintenant tu les as perdus tous les deux.
Elle l'a lu 5 fois avant de supprimer tranquillement toute la conversation. Le lendemain, son instructeur de pilates ne l'a pas salué par son nom, juste un vague hochement de tête. Une autre femme du cours, quelqu'un qui l'avait autrefois supplié pour des conseils de soins de la peau, a déplacé son tapis de l'autre côté du studio. Même la boutique qu'elle avait l'habitude de fréquenter a commencé à demander un paiement à l'avance. Elle est rentrée chez elle et a jeté son sac Lululemon à travers l'entrée comme s'il était maudit. Son téléphone est tombé au sol. Elle ne l'a même pas ramassé. Les gens agissent comme si j'avais tué quelqu'un, m'a-t-elle lancé plus tard cette nuit-là. J'étais sur le canapé à faire défiler les infos. Je n'ai pas levé les yeux, j'ai juste dit, non, mais tu as enterré quelque chose. Elle a ricané. Ne sois pas dramatique. Dramatique, c'est de perdre l'accès à toutes les faveurs sociales que tu as encaissées en prétendant être au-dessus de tout ça, ai-je dit, sans la regarder. Elle est restée là, attendant que j'élabore. Je ne l'ai pas fait. Finalement, elle s'est éloignée, marmonnant quelque chose à voix basse. Je pense qu'elle a dit traître, peut-être lâche. Peu importait. Les mots avaient cessé de faire effet. Ce qui importait, c'était ça, sa monnaie, c'était le statut, la proximité du pouvoir. Elle échangeait et empruntait du prestige. Mais maintenant, elle ne pouvait même plus louer de pertinence. Les murmures avaient pris des dents. Les gens parlaient lors des brunchs, dans les salons, au dîner de conseil. Pas fort, pas cruel, juste assez silencieux pour piquer. Elle a armé son ex et sous-estimé son mari. Elle a joué sur les deux tableaux et a perdu la partie. Elle pensait qu'être intelligente signifiait être intouchable. Et le pire, c'est qu'ils n'étaient même pas en colère. Ils étaient amusés. La regarder se défaire n'était plus qu'un divertissement. Et son sourire, ce sourire narquois, suffisant, qu'elle portait comme une armure, n'était plus un bouclier. C'était un drapeau rouge et personne ne voulait s'en approcher. L'email a atterri dans sa boîte de réception à 6h12 du matin. Objet, annulation de votre prochain itinéraire. Pas d'explication. Pas de désolé pour le désagrément. Juste une finalité froide et automatisée. Elle l'a fixé, clignant des yeux comme si l'écran pouvait se corriger si elle rafraîchissait suffisamment de fois. Puis elle a ouvert l'application de la compagnie aérienne et a vérifié manuellement. Statut, annulé. Puis l'hôtel a annulé. Le service de chauffeur, aucune trace de prise en charge. Elle a essayé d'appeler la ligne de conciergerie dont elle se vantait toujours. Service haut de gamme, niveau exécutif, ami avec le gérant. Cette fois, elle a attendu 16 minutes en ligne avant que quelqu'un avec un script et un ton neutre ne l'informe que la réservation avait été clôturée par le titulaire du compte principal. Ce n'était pas elle. C'était lui. Ou du moins, ça l'avait été. Mais maintenant, ses cartes étaient gelées, ses comptes signalés, ses privilèges révoqués par le conseil d'administration et bloqués par la finance. Et puisque tout avait été réservé sous son statut de niveau exécutif, chaque siège, suite, service et commodité, elle était maintenant liée à un fantôme, et les fantômes ne refont pas de réservation. Je l'ai croisée dans le couloir ce matin-là. Elle n'a pas dit un mot, elle est juste restée là dans sa robe de chambre, le mascara déjà maculé de sommeil. Ou peut-être des heures qu'elle avait passées à fixer son téléphone dans le noir, espérant une réponse qui ne viendrait jamais. Sa valise était toujours sur le lit, à moitié ouverte, un seul talon rangé. Elle continuait à sortir des choses, puis à les remettre comme si, peut-être, si elle choisissait la bonne tenue, le monde se remettrait en marche. Je me tenais dans l'embrasure de la porte. « Où vas-tu » j'ai demandé. Elle n'a pas répondu. « Nulle part, je suppose, ai-je dit et je suis passé devant elle. » Elle n'a pas suivi. Elle n'a même pas tourné la tête. Elle s'est juste affaissée sur le bord du lit comme une femme qui avait été larguée d'un hélicoptère dans une vie qu'elle ne reconnaissait pas. Une vie où aucune des portes ne s'ouvrait et aucune des serrures ne convenait plus. J'ai entendu le doux tapotement de son clavier de téléphone. Elle tapait, probablement à lui. Probablement pour la 100e fois. Je ne voulais pas que ça arrive. Peut-on parler ? S'il te plaît, ne me laisse pas de côté. Mais elle ne l'a jamais envoyé. Elle est juste restée là, fixant le curseur clignotant comme s'il se moquait d'elle. Et même si elle l'avait envoyé, il ne répondrait pas. Plus maintenant. Je le savais parce qu'il avait déjà essayé de me joindre. Un seul appel, je l'ai refusé. Un seul message, qu'est-ce que tu veux ?
Je n'ai jamais répondu. Certains effondrements méritent de raisonner. Elle a passé les heures suivantes à faire les 100 pas, ouvrant des tiroirs, les refermant, restant debout dans le placard comme si Milan se cachait entre les cintres. À un moment donné, elle a changé de tenue 3 fois en 30 minutes. Elle ne s'était toujours pas douchée. Elle n'avait toujours pas rangé le chargeur qu'elle oubliait sans cesse. Son pouvoir n'était pas parti. Il n'avait jamais été le sien au départ. Il avait toujours appartenu à des cartes empruntées, des accompagnateurs et des réservations en coulisses. Maintenant, tout cela, chaque vernis brillant, était mis à nu, et que restait-il? Une femme assise en silence, entourée de bagages de luxe qui n'avaient nulle part où aller. Cet après-midi-là, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à trouver un autre vol. J'ai ri, pas fort, pas cruellement, juste assez fort pour qu'elle entende ce qui était enfin irrévocablement vrai. Elle n'allait nulle part, pas seulement géographiquement, mais existentiellement. C'est arrivé un mardi. Enveloppe neutre. Pas d'expéditeur indiqué. Recommandé. Le genre d'enveloppe qui arrive avec le silence. Pas de coup à la porte, pas de sonnette, juste le doux bruit de la finalité glissant par la fente à courrier. Elle l'a vu avant moi. L'a ramassé comme si c'était peut-être une bonne nouvelle. Elle portait une de ses tenues de nouveau départ. Pantalon fuselé, chemisier blanc, boucle d'oreilles en perles, cheveux attachés, rouge à lèvres trop précis. Elle avait commencé à s'habiller comme ça à la maison dernièrement, comme un costume pouvait ressusciter sa position sociale. Elle pensait que c'était peut-être des excuses ou une offre de paix. Elle avait à moitié raison. Elle a attendu que j'entre dans le hall, puis l'a déchiré avec 2 doigts. Pas de lettre, pas de salutation, juste une feuille. Feuille de calcul imprimée, un onglet, une seule ligne. Description, voyage réservé avec les fonds d'entreprise de l'ex-compromis. Résultat signalé. Déclenchement du retrait. Elle l'a lu 2 fois, puis encore en bas. Manuscrit à l'encre foncée, stylo différent. Nom professionnel, personnel. Tu as armé ton passé. J'ai armé ton futur. Elle l'a fixé si longtemps que je me suis demandé si elle avait oublié comment cligner des yeux. Tu as fait ça, dit-elle. Pas une question, pas même de la colère, juste à bout de souffle. J'ai ajusté le col de mon manteau. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux vitreux, mais secs. Le genre de sécheresse qui vient après avoir épuisé toutes les raisons de pleurer. Tu as vraiment tout détruit juste pour prouver un point, a-t-elle demandé. J'ai fait une pause. Non, j'ai dit, j'ai juste fait en sorte que les bonnes personnes voient ce qui était déjà écrit. Elle a avalé difficilement, cette sensation de gorge serrée. Quand la fierté rencontre enfin les conséquences, ses mains tremblaient. Pas de façon dramatique, juste assez pour faire frissonner le coin de la page qui se recroquevillait contre sa paume. La finalité de tout cela avait enfin atterri. Pas seulement le voyage, pas seulement la carte, pas seulement le travail, mais son reflet dans les yeux de chaque personne qu'il avait un jour cru irremplaçable. Elle ne l'était pas. Elle ne l'avait jamais été. Elle avait construit sa vie comme une ligne de crédit. Illimitée tant que personne ne regardait de trop près. Mais quelqu'un l'avait fait, et ils avaient fermé le compte. Je suis passé devant elle sans un mot. Pas de monologue, pas de sermon, pas de « je te l'avais dit ». Juste le poids silencieux d'un homme qui avait passé des mois à être sous-estimé et qui avait enfin trouvé le silence parfait pour répondre à tout cela. Elle s'est retournée alors que j'atteignais la porte, tenant l'enveloppe comme si elle allait s'enflammer. « Tu penses que les gens croiront que tu étais la victime ?» demanda-t-elle, la voix à peine un murmure. Je ne me suis même pas retourné. Les victimes attendent, j'ai dit. J'ai agi. Puis j'ai ouvert la porte, je suis sorti dans l'air froid du matin et je l'ai laissé se refermer derrière moi. L'enveloppe a flotté jusqu'au sol, et derrière elle, rien. Pas de lamentation, pas de supplication, pas de poursuite, juste l'écho d'une femme qui avait confondu la cruauté avec l'intelligence. Et qui réalisait trop tard que je n'avais pas été silencieux parce que j'étais faible. J'avais été silencieux parce que j'étais déjà